Avicenne, Le Prince des Savants, Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. Mathias Vargon, vous êtes médecin urgentiste, vous dirigez le service des urgences de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Je vous ai envoyé des textes extraits du canon de la médecine d'Avicenne. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que c'est complètement farfelu ? Est-ce que c'est complètement anachronique ? Non, mais c'est de la médecine ancienne, donc c'est hors contexte en fait. La médecine, elle a beaucoup progressé depuis Avicenne, ça fait 1000 ans à peu près. Et donc c'est normal que ça soit plus du tout la même chose. Il était imprégné de la médecine grecque et de la médecine romaine. Depuis, on a fait d'énormes progrès, heureusement, sur la physiologie, c'est-à-dire comment fonctionne le corps. Et donc, c'est normal que sa vision de la médecine soit complètement différente de la nôtre, en fait. Puis, c'est pas de la médecine où on fait des essais cliniques, c'est de la médecine où c'est de l'observationnel. Donc, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. On a l'impression que certains traitements marchent alors que c'est juste une coïncidence. À part l'épisode sur la chirurgie, sur la taille, mais c'est connu, hein, la taille, c'est-à-dire enlever les calculs, ça a été fait longtemps avant. On a quand même vraiment très très mal pour le patient, mais on le soulageait. On se dit quand même qu'il devait y avoir une mortalité qui devait être pas nulle, puisqu'ils ouvraient quand même à l'endroit soit de la vessie, soit des uretères, soit du rein, pour enlever des calculs, et qui refermait je ne sais pas comment, et puis sans anesthésie, et puis il n'y avait pas d'antibiotiques non plus. À mon avis, ils sont tous Kamel Alaoui. morts dans d'atroces souffrances. Sauf une chose, et ça c'est hyper moderne, parce que lorsqu'il parle du calcul, il dit « Il faut veiller à ce que l'incision soit petite, car si la pierre est peu volumineuse, elle est quelquefois expulsée par la pression du doigt. Mais si elle est grosse, elle exige une large incision et l'usage de ténettes. Parfois, le calcul est énorme, de sorte qu'on ne peut pas faire une taille en rapport avec son volume. Alors, il faut le saisir avec un tranche-pierre, ce qui est l'origine de la technique moderne, qui est la lithotripsie extracorporelle. Lithos, la pierre, tripsie, on casse la pierre, extracorporelle, parce qu'on met les gens dans une baignoire, et avec des ultrasons dont la longueur d'onde est parfaitement mesurée, on arrive à pulvériser le gros caillou, et puis après, on laisse ces fragments s'évacuer spontanément. Avec justement, quand on fait ça, parfois ces petits fragments se bloquent et font des coliques néphrétiques catastrophiques. D'ailleurs, il arrive que le calcul s'engage dans l'urètre. Dans ce cas, il faut frictionner continuellement le pubis. Ça me semble totalement impossible, mais à la limite, ce qui m'étonne, c'est qu'il a une super description de l'anatomie. Je ne savais pas qu'il connaissait aussi bien l'anatomie. Parce qu'Avicenne, il a surtout décrit l'anatomie de l'œil. Donc c'est impressionnant que le type soit capable de décrire ça, parce que dans l'islam, il n'y a pas de droit à la dissection. Donc pour arriver à avoir décrit aussi bien la chose, ça a été fait. Donc voilà, mais c'est un palier dans la médecine, Avicenne. Il est connu pour ça. Il y a l'hôpital Avicenne pas très loin d'ici. Donc c'est une figure historique. Maintenant, il faut rapporter ça au contexte, et que la médecine d'il y a 1000 ans, c'est pas la médecine d'il y a 100 ans, qui n'est pas la médecine de maintenant. Omar Merzoug, où est né et quand est né Avicenne et dans quel environnement, dans quel milieu ? Alors Avicenne est né en 980, d'après les dates les plus sûres, et il est né dans l'actuel Ouzbékistan, non loin de la métropole qui était Bukhara. Son père était un haut fonctionnaire, un dignitaire du régime samanide, puisque c'est la dynastie qui gouvernait l'Ouzbékistan à ce moment-là, et qui était sur son déclin, puisqu'elle va disparaître une vingtaine d'années plus tard, donc vers l'an 1000. Donc il naît dans une famille nantie, il reçoit une éducation soignée, et puis on s'aperçoit très vite que c'est un garçon extrêmement doué.
Alors Avicenne, on a l'avantage d'avoir son autobiographie qu'il a dictée à son élève principal, et il raconte comment il a appris la médecine. Joël Chandelier. Ce qu'il nous dit, c'est que en fait, il avait une formation généraliste fournie par son père, qui lui avait donné des maîtres, et il aurait appris la médecine. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Tout seul, en passant, c'est vraiment comme ça qu'il le dit, en passant, alors qu'il apprenait les autres sciences et la philosophie. Et il nous dit, dans cette autobiographie, comme c'était une science facile, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps, et à 16 ans, je maîtrisais la médecine pour l'avoir apprise principalement dans des livres, tout seul. Une posture un peu prétentieuse ou de fausse modestie? Plutôt prétentieuse, puisqu'il ne cherche même pas à être modeste, sauf à certains moments dans son autobiographie. Oui, clairement, il considère qu'il est largement au-dessus. D'ailleurs, il dit que les rares maîtres qu'il a eus, très rapidement, il est devenu meilleur qu'eux, et que donc il n'a plus besoin de maîtres. Et il dit qu'à 18 ans, il avait appris tout ce qu'il fallait savoir, et qu'ensuite, il n'a juste ajouté des nouvelles choses. Et pour ce qui est de la médecine, c'est encore presque pire, puisque voilà, dès 16 ans, il maîtrisait la théorie médicale, il avait lu des livres, il les avait appris, et il dit... À partir de cet âge, j'ai pu commencer à moi-même inventer de nouvelles choses, à découvrir des traitements, dit-il, à partir de l'expérience. Donc, dès cet âge-là, il aurait commencé à pratiquer la médecine et à faire des découvertes. Alors, quand Avicenne apprend la médecine, il ne le spécifie pas dans son autobiographie, mais il est évident pour lui qu'il apprend la médecine grecque, c'est-à-dire la médecine synthétisé par Galien, le grand médecin du IIe siècle de notre ère, médecin grec mais qui a beaucoup vécu à Rome, qui a écrit en grec, et donc tous les textes avaient été traduits dès le 8e, 9e siècle en arabe, et donc qui étaient disponibles pour Avicenne dans la langue qu'il maîtrisait. Et donc pour lui, c'est cela la médecine qu'il a étudiée, ce qui n'empêche pas que cette médecine arabe, dès avant Avicenne, avait déjà commencé à dépasser celle des Grecs, en tout cas à modifier l'héritage grec en y ajoutant des choses, par exemple des remèdes inventés, découverts localement, des choses qui venaient d'Inde, même parfois de Chine. Donc c'est une médecine de structure grecque, de théorie grecque pour l'essentiel, mais avec de nombreux apports très variés. Et donc on ne sait pas quel livre a lu Avicenne dans sa formation, mais il est évident qu'il a lu des livres de Galien, le grand médecin grec, peut-être des livres aussi d'Hippocrate, l'autre grand médecin, et certainement aussi des synthèses, des textes écrits par des médecins arabes qui ont écrit dans les 2 siècles qui l'ont précédé. Avicenne, c'est d'abord le philosophe de lettres, c'est d'abord un métaphysicien, donc il s'est beaucoup occupé de métaphysique. C'est le premier, donc c'est l'un de ses apports, c'est le premier à avoir distingué 2 concepts philosophiques majeurs qui sont l'essence et l'existence. Ça ne se trouve ni chez Aristote, ni chez Plotin, ni chez Platon. Donc c'est le premier à avoir bien distingué entre l'essence, c'est-à-dire la nature d'un être, et l'existence, le fait qu'il existe. Ça lui permet de repenser le problème de la création, parce que c'est ça qui l'intéresse. Donc ça, c'est sur le plan de la métaphysique. Ensuite, sur le plan de la psychologie, c'est celui, par exemple, qui a contesté la définition aristotélicienne de l'âme. Pour lui, l'âme doit être immortelle, elle ne périt pas avec le corps, alors que si l'on suit, si vous voulez, l'approche aristotélicienne, Aristote dit l'âme est la forme du corps, donc elle disparaît avec le corps, il n'y a pas d'immortalité. Or, l'islam interdisait à Avicenne de penser une âme mortelle qui disparaîtrait avec le corps. Sur le plan de la médecine, son apport, je vais le dire brièvement, c'est par exemple le premier à avoir fait une description anatomique de l'œil. C'est le premier à avoir, sur le plan de la pédiatrie par exemple, recommandé l'allaitement maternel. Il a dit que le lait maternel est très bon pour la santé des nourrissons. Il a insisté aussi sur le fait que le climat est très important pour conserver la santé. Il a aussi des vues très pénétrantes sur la pleurésie. C'est le premier, alors il faut attendre Freud quand même, pour entendre un médecin musulman de surcroît dire que les relations sexuelles sont très importantes pour l'équilibre de l'individu et pour la santé des individus. Donc il faut attendre Freud vraiment pour entendre un pareil son de cloche.
Sur le plan de la politique, alors c'est quelqu'un qui a exercé directement les responsabilités du pouvoir. Ça n'est pas simplement un conseiller. Non, il a vraiment exercé les responsabilités du pouvoir et il est dans une ligne platonicienne, c'est-à-dire il considère que doivent exercer le pouvoir ceux qui sont les plus savants. Les plus savants, ce sont forcément les philosophes, et donc c'est aux philosophes de gouverner. Et d'ailleurs, il a failli périr à cause de ça, puisqu'il a dû essuyer une révolte des prétoriens de l'armée, que les réformes d'Avicenne gênaient beaucoup, et à qui ils ont enlevé un certain nombre de privilèges. Mais en revanche, ce texte, j'arrive pas à trouver le substrat lorsqu'il parle sur les maladies de la mémoire. Parmi ces signes existe la lésion dans la faculté de mémoire, qu'elle soit affaiblie ou qu'elle soit annihilée, comme le rapporte Galien, à propos d'une épidémie qui survint dans la région de l'Éthiopie où elle se produisit à cause de nombreux cadavres après un violent combat. Puis, et c'est ça qui est étrange, puis cette épidémie passa au pays des Grecs, et elle eut chez eux pour conséquence que survint une amnésie, telle que l'homme oubliait son propre nom et ses enfants. Et l'essentiel de ce qui survient en termes d'affaiblissement dans la mémoire, alors là, je lis le texte, survient par la corruption dans l'arrière du cerveau, par le froid, l'humidité ou la sécheresse. Et alors, comme ça ne suffit pas, il rajoute, ou à cause d'un désordre. Quel est cet autre désordre? Et il arrive au malade de se souvenir d'une chose dont il n'a pas eu connaissance. Alors, quand je lis ça, j'ai essayé de trouver à quoi ça pouvait correspondre. Et une maladie infectieuse ne me semble pas possible, car il n'est pas décrit de symptômes, comme on verra plus tard, des maladies aiguës. En revanche, cela survient après une bataille, après de violents combats qui ont entraîné de nombreux cadavres. Et ce qui me parle là, c'est une amnésie dite post-traumatique, avec les prémices, hallucinant, c'est la première fois que je lis ce texte, avec les prémices d'une espèce d'inconscient, comment parlera Freud, des choses dont le malade n'a pas connaissance et dont il est capable de parler. Mais il n'y a pas plus d'informations sur cette partie-là. Mais effectivement, lorsque j'ai lu ça, au début je n'y comprenais rien, j'ai essayé de chercher une maladie infectieuse type méningite quelconque ou encéphalite, des pathologies qui donnaient des... Mais pourquoi cela serait-il survenu au décours de violents combats? Non, là, je pense qu'il décrit, et encore, quelles sont ses bases, quel est son substrat, quelle est la quantité de personnes sur laquelle il a pu évaluer cela. Sauf qu'il parle de propos de Galien. Et cela m'évoque l'amnésie post-traumatique, assez classique, avec, et si c'est avéré, donc, le tout début de « le malade peut se souvenir d'une chose dont il n'a pas eu connaissance », eh ben, cher docteur Freud, ça a 1000 ans, l'inconscient, enfin les premières traces de l'inconscient dont peut parler le malade. Parce qu'à la limite qu'on ait pu parler d'un inconscient, c'est avant Freud, oui, mais que le patient soit capable de narrer des choses dont il n'a pas connaissance, c'est à mon sens à peu près le début de l'expression de l'inconscient à travers l'humain. Joël Chandelier, quelle culture drainait le monde perse à l'époque d'Avicenne? Alors la culture perse de l'époque d'Avicenne, c'est-à-dire pour nous la fin du Xe siècle et le début du XIe siècle, c'est une culture très riche, très complexe, puisque à l'époque d'Avicenne, il y a eu plusieurs mouvements qui se sont réunis, des mouvements issus de l'intérieur du monde islamique, comme évidemment la culture islamique elle-même, le droit musulman, etc., mais aussi la culture perse, qui existait évidemment avant l'arrivée de l'islam et qui a continué à s'entretenir et qui a un grand succès à l'époque d'Avicenne, un grand renouveau, et enfin des apports issus de civilisations extérieures. On pense évidemment beaucoup à la Grèce, à l'Antiquité, disons méditerranéenne, mais il faut aussi penser par exemple aux apports qui viennent d'Inde, parfois de Chine, et donc c'était cet espace dans lequel vit Avicenne est vraiment un espace de bouillonnement, de nouveautés, d'inventions qui souvent prennent à ces différentes cultures sans nécessairement les opposer, mais plutôt
en les regroupant de manière originale. Avicenne est l'auteur d'un canon de la médecine. Est-ce qu'on sait s'il l'a écrit en une fois ou si c'est rédigé en plusieurs étapes et publié en plusieurs étapes? Alors le texte a été rédigé sur une assez longue période, pour autant qu'on le sache. Alors on le sait parce que Avicenne lui-même donne des indications, ou son élève dans la biographie qu'il a rédigée. Et puis il y a des indications internes, où on voit que le texte a été rédigé à certains moments plutôt que d'autres. Donc ce qui est certain, c'est qu'il a été rédigé pendant, disons, la période de maturité, au début du XIe siècle, pour l'essentiel. Je vous rappelle, il est mort en 1037, donc dans les années 1010, 1020. Il a probablement rédigé. Donc sur une très longue période, il faut voir que c'est un texte extrêmement long. Donc il aurait été impossible de le rédiger sur une courte période. Surtout qu'Avicenne a toujours eu des charges administratives très importantes et souvent il avait peu de temps pour écrire ses propres ouvrages. Et par ailleurs, il a écrit d'autres texte très long, donc voilà, ça limite la possibilité. Alors pourquoi c'est important de dire que ça a été rédigé sur une longue période? Ça a plusieurs conséquences. La première conséquence, c'est que évidemment Avicenne a fait beaucoup de recherches et a ajouté beaucoup d'informations dans ce texte suite à toutes ses lectures et éventuellement sa pratique médicale. Donc c'est pas un texte, disons une synthèse de Genèse, c'est vraiment un texte qui bénéficie d'une longue réflexion et d'une longue pratique de la médecine. Et l'autre élément important, c'est que Avicenne a probablement retravaillé le texte avant de le diffuser, de le faire publier, ce qui fait qu'il y a une grande cohérence interne dans le texte. Alors, on ne peut pas vraiment identifier des passages où on se dit « tiens, ce passage-là a été écrit très jeune », en tout cas les chercheurs n'ont pas vraiment réussi à le faire, alors que tel autre passage est plus marqué par la maturité. Il est probable qu'Avicenne a travaillé et retravaillé son texte sur une longue période, ce qui lui a permis bien d'être totalement cohérent, à la fois au sein de la médecine, mais aussi entre la médecine et son œuvre philosophique et scientifique en général. Donc voilà la manière dont il l'a écrit. C'est vraiment une synthèse pensée, vraiment réfléchie. Est-ce que c'est un texte qui a un style particulier? Alors le style, disons, d'un point de vue de la langue arabe qu'il utilise, c'est une langue relativement simple. Ce n'était pas sa langue maternelle par ailleurs, il était de langue persane. Et il utilise donc l'arabe comme la langue internationale de son temps au sein de la civilisation islamique à laquelle il participe. Ce qui n'a pas empêché d'ailleurs d'écrire d'autres textes en persan. Et donc le style est vraiment simple, clair et direct. C'est vraiment la marque de son style et du coup assez facile à comprendre, du moins d'un point de vue purement grammatical. Ce qui est plus intéressant au niveau du style, c'est la structuration. Avicenne a écrit son texte avec une structuration extrêmement hiérarchisée, complexe de prime abord, mais une fois qu'on la connaît, on s'y retrouve très bien. Ce qui fait qu'il y a par exemple 6 ou 7 niveaux hiérarchiques au sein du texte pour atteindre l'élément de base qui est le chapitre. Par exemple, le canon est divisé en 5 livres. Les livres sont eux-mêmes divisés en des parties, qu'on appelle des phènes. Les parties peuvent être divisées en traités, qui elles-mêmes sont divisées en sommes, qui peuvent être elles-mêmes divisées en doctrines, elles-mêmes divisées en chapitres. Donc voilà, il y a ces subdivisions, un peu comme une arborescence de fichiers, qui est vraiment la marque de fabrique et qui permet immédiatement de retrouver le passage qui nous intéresse. On sait, quelqu'un qui connaît bien un texte, il s'intéresse à une maladie ou une partie du corps, il va immédiatement trouver ce qui l'intéresse grâce à cette structuration qui, du coup, fait que c'est pas un texte qui n'est pas fait pour être lu du début à la fin, mais vraiment pour être utilisé par des étudiants. Il le dit dès le départ, il a voulu écrire ce texte pour donner à un apprenti médecin tout ce dont il a besoin pour maîtriser la médecine. Et il dit à la fin de son introduction, de son prologue, quiconque aura lu ce texte pourra totalement pratiquer la médecine. Et il ne lui manque en réalité que la pratique concrète, c'est-à-dire vraiment l'action sur les individus. Et ça, il le dit, ça je ne peux pas le donner, on ne peut pas l'apprendre dans les livres. C'est quelque chose qu'il faut pratiquer au quotidien. Donc ça vise à vraiment traiter toute la médecine et c'est pour ça que ça fait un manuel parfait. Faut savoir que Avicenne ne faisait pas d'anatomie, il disséquait pas les gens, et que les notions d'anatomie dataient de l'Antiquité, et elles étaient un petit peu pas fantaisistes, parce que c'est pas comme ça qu'il faut le voir, mais pour nous elles sont fantaisistes, et la physiologie, le fonctionnement du corps humain, ça n'a strictement rien à voir. Donc la circulation sanguine, c'est une notion qui est pas si ancienne que ça en fait.
Donc je pense que c'est d'il y a 150, 200 ans, enfin... Je suis pas un historien de la médecine, mais c'est quelque chose qui est récent. En fait, la médecine moderne, c'est quelque chose de récent qui s'est développé au 19e siècle, pas avant. La dissection, vous savez de quand ça date, Mathias Vergon? Alors des dissections, il y en a toujours eu. Et on sait que Léonard de Vinci disséquait. Enfin là, mais c'était pas permis par l'Église. Alors on a la leçon d'anatomie de Rembrandt. Donc voilà, on est au XVIIe siècle, quoi. Et disséquer un appareil, c'est comme démonter un appareil. Si vous démontez une radio, ça vous expliquera malgré tout pas comment ça marche. Donc il y avait tout un tas d'études de physiologie très postérieures à Avicenne qui ont montré comment fonctionnait le corps. Alors on parlait d'humeur, mais ça n'est plus ça. Enfin, on voit la circulation du sang, les urines, on parlait de la taille, l'excrétion rénale des urines, comment ça fonctionne. Je crois avoir lu que Avicenne pensait qu'il y avait 2 ou 3 types d'extraction par le pénis. Or, il y a 2, 3 tuyaux. Il n'y en a qu'un seul. Enfin voilà, mais c'est pas pour ça qu'il se trompait. On fait chacun avec notre époque. La médecine moderne progresse à une vitesse énorme, très très rapidement, et ce qui était vrai il y a 20 ans ne l'est plus tout à fait maintenant. Et on voit bien avec le Covid que les progrès qu'on a faits, la vaccination avec l'ARN, n'aurait pas été possible il y a quelques années seulement. Le canon devient célèbre et lu vite, rapidement? Alors oui, dès la publication, donc à la fin de la vie d'Avicenne, le canon a un grand succès au sein du monde arabe. Il y a des traductions, il y a des résumés qui en sont faits, puisque le texte étant très gros, il y a des compendia qui sont rédigés par un certain nombre de médecins qui le suivent. Du coup, il attire, comme tout texte qui a beaucoup de succès, des lecteurs enthousiastes, mais aussi des lecteurs critiques. Par exemple, on sait qu'en Espagne, en Al-Andalus, en Andalousie musulmane, certains médecins n'avaient pas apprécié le texte et préféraient utiliser d'autres synthèses. Mais disons en Orient, de manière générale, c'est-à-dire au Mashrek, au Proche-Orient actuel, le texte a un immense succès et un succès extrêmement durable, puisqu'il est encore utilisé aujourd'hui, en réalité, en Inde, comme source de médecine traditionnelle. Ça, c'est un cas extrême, puisque c'est jusqu'à aujourd'hui utilisé comme fondement d'une médecine traditionnelle, mais jusqu'au 19e siècle, il y a des médecins dans le monde islamique qui continuent à utiliser le canon. Et dans le monde occidental, en Europe? Alors en Europe aujourd'hui, plus grand monde utilise le canon d'Avicenne, mais le texte a eu un rôle très important. Il a été traduit au XIIe siècle par un grand traducteur qui a traduit toutes sortes de textes italiens, qui s'appelle Gérard de Crémone, qui est allé en Espagne à Tolède, parce que là, il y avait à la fois des manuscrits arabes et des traducteurs, en tout cas des gens qui pouvaient l'aider dans la compréhension de l'arabe, des gens qui étaient restés sous domination chrétienne. Et donc, Gérard de Crémone l'a traduit au XIIe siècle, on ne sait pas exactement quand, et le texte, à partir du siècle suivant, donc du XIIIe siècle, a commencé à être diffusé, d'abord un peu timidement, puis en fait, il a accompagné l'apparition et le développement des universités de médecine, qui apparaissent dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, principalement à Paris, en Italie à Bologne, à Sienne, en Angleterre à Oxford et Cambridge. Et il est devenu, assez rapidement, à partir de la fin du XIIIe siècle et surtout du début du XIVe siècle, l'un, si ce n'est le manuel de médecine. Évidemment, il y a des traditions locales, mais en Italie, en Allemagne, c'est vraiment devenu le texte principal. Et on peut dire que du XIVe jusqu'au début du XVIIe siècle, ce texte, le canon d'Avicenne, est devenu la base de l'enseignement de la médecine. Évidemment, ce n'est pas du tout le seul, mais probablement le plus utilisé, en particulier pour poser les bases de la médecine. Donc les premières années, beaucoup de jeunes médecins apprenaient le canon pour avoir une base et après, évidemment, y ajouter d'autres textes. Je ne sais pas actuellement quelle est la part de l'histoire de la médecine, parce que moi j'ai fait mes études de médecine il y a déjà fort longtemps, il y a plus de 30 ans. Mais il n'y en avait pas en fait, de l'histoire de la médecine, il n'y en a pas. Et est-ce qu'il doit y avoir de l'histoire de la médecine? En fait, la médecine, c'est déjà très long, c'est déjà très chargé, et on veut la charger encore plus. Alors, actuellement, on fait un peu de psychologie, un peu de culture générale. La psychologie, la culture générale, c'est extrêmement important en médecine, mais ça s'acquiert tout au long de la vie. Donc, c'est un peu plaquer quelque chose sur des études qui sont déjà très difficiles.
Et l'histoire de la médecine, est-ce que pour faire démarrer une fusée, il faut connaître l'histoire de l'astronomie? J'en suis pas certain. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas le connaître. Mais est-ce que c'est utile? C'est toujours une différence sur la culture est-elle utile? Probablement. Mais à mon avis, pour connaître les patients, il est beaucoup plus utile comme culture d'avoir lu des romans, de s'être imaginé à la place d'autres patients, d'autres personnes dans d'autres situations, plutôt que de connaître l'histoire d'Avicenne, qui est somme toute très intéressante, mais qui n'est pas utile tous les jours. L'œuvre médicale d'Avicenne est considérable et que son œuvre philosophique est très importante. L'œuvre philosophique d'Avicenne est gigantesque. De tous les auteurs arabes, c'est peut-être celui qui a le plus écrit. Et son livre le plus célèbre est une encyclopédie. C'est le livre du Shifa. Shifa veut dire guérison. Jean-Baptiste Bouronnet. Et c'est une somme composée d'au moins 4 parties. D'abord une partie logique, puis les sciences de la nature, puis les mathématiques, puis les sciences consacrées à Dieu, ou disons ce qu'on appelle la métaphysique. C'est des milliers de pages, cela. Et de ce point de vue, Avicenne peut être considéré comme l'inventeur de la somme philosophique. Et cette œuvre-là n'est qu'une de celles qu'il a pu produire. Donc oui, c'est un auteur extrêmement prolixe. Ces écrits sont reçus comment et est-ce que c'est de son vivant qu'ils sont lus et célébrés? Bien sûr, de son vivant, Avicenne est un polémiste. Donc il répond à ses contemporains et ce qu'il écrit circule dans son cercle puisqu'il a des disciples et que lui-même est fréquemment questionné et doit apporter des réponses aux problèmes que sa pensée a soulevés. Donc Avicenne, l'œuvre d'Avicenne n'aura connu aucune période d'éclipse. Elle va tout de suite circuler et dans toutes les directions. Dans l'islam oriental, évidemment, sans jamais s'éteindre, et dans l'islam occidental aussi, on sait que par exemple en Andalousie, à l'Andalous, au XIIe siècle, au siècle d'Averroès ou d'Ibn Tufayl, l'œuvre d'Avicenne, tantôt célébrée, tantôt critiquée, est présente. Ibn Tufayl, par exemple, le mentor ou le collègue d'Averroès, peut être considéré comme un Andalou avicénien. Là où Averroès critique Avicenne, mais donc le lit, eh bien Ibn Tufayl, lui, cite en bonne part Avicenne et considère que la philosophie la meilleure se fonde sur ce que Avicenne, considéré comme une sorte de maître après le premier maître que fut Aristote, ce qu'il nous a laissé. Et dans le monde latin, l'influence sera colossale, non pas seulement l'influence médicale, puisque son œuvre commence d'être traduite dans la deuxième moitié du XIIe siècle, et qu'elle va alimenter la scolastique naissante, la première scolastique, tandis que l'université se fonde, et qu'on peut tout à fait considérer, on peut tout à fait dire, c'est l'histoire, que les latins du XIIIe siècle, dans la première partie du XIIIe siècle, ont au fond connu Avicenne, traduit de l'arabe au latin, avant de connaître le nouvel Aristote qui devait retrouver l'Occident. Donc c'est dans Avicenne que les latins du début du XIIIe siècle, disposant de presque tout le corpus possible d'Avicenne, c'est dans Avicenne qu'ils ont retrouvé Aristote avant de pouvoir le lire. Donc de ce point de vue, l'influence d'Avicenne est colossale. Il a aussi des essais mystiques, donc c'est quelqu'un qui considère que c'est un rationaliste, mais la raison n'est pas le tout de l'homme. Dans l'homme, il y a du sentiment, il y a de l'irrationnel, et donc son mysticisme, il obéit aussi, c'est un mysticisme rationaliste. C'est pas une illumination comme on le voit chez certains mystiques. Non, c'est une réflexion un peu qui annonce par certains côtés Spinoza, c'est l'amour intellectuel de Dieu, c'est tout ça. Bon, Spinoza était un bon connaisseur des théologies médiévales et notamment puisqu'il connaissait parfaitement l'hébreu et notamment donc il connaissait l'héritage arabe par Maïmonide, etc. Et donc on a quelque chose comme ça. Donc voilà à peu près l'ensemble des domaines où il est intervenu.
Y a-t-il, Omar Merzouk, des points qui font scandale auprès des religieux, donc des positions d'Avicenne, soit en médecine, soit en philosophie, qui gênent les religieux? Alors la médecine ne les gêne pas du tout, parce que l'esprit oriental est un esprit qui est plutôt pratique, et donc c'est d'ailleurs ce qui a sauvé la vie d'Avicenne, c'est sa qualité de médecin. Non, la médecine, ça les gêne pas parce que ça n'a pas d'incidence particulière sur la théologie ou sur la croyance. Ce qui les gêne, c'est plutôt l'aspect philosophique. Alors très vite, on a reproché à Avicenne, comme à l'ensemble des philosophes, un certain nombre de positions. D'abord la question de l'éternité du monde. Alors les philosophes pensent que le monde est éternel, il n'a pas commencé et il ne finit pas. En réalité, la position des philosophes est un peu plus nuancée, puisqu'il consiste à dire que le monde ne finira pas, mais qu'il est bien l'objet d'une création, c'est-à-dire qu'il y a une cause qui a fondé tout cet ordre cosmique, etc. Alors évidemment, si on se fonde sur la lettre du Coran, ça contredit cette lettre-là. Mais alors le problème là, c'est pas tellement ce que disent les philosophes, c'est comment on lit le Coran. Est-ce que le Coran doit être lu de manière littérale? Si on le lit de manière littérale, évidemment, tous les philosophes sont des incroyants, des athées, etc., tout ce qu'on voudra. Mais si on le lit d'une manière un peu différente, c'est-à-dire si on le lit quant à son esprit, les choses se présentent d'une toute autre manière. Alors il y a cette question de l'éternité du monde, dont on peut trouver quelques appuis dans le Coran lui-même. Il y a la question de la connaissance par Dieu des universels. Alors les philosophes disent Dieu connaît les choses dans leur universalité, mais il ne connaît pas le détail. Alors il y a des sourates du Coran ou des versets qui disent que Dieu connaît tout dans le détail, etc. Alors ça paraît apparemment se contredire, mais en réalité, Avicenne trouve la parade, notamment dans son grand livre de la métaphysique, en disant qu'en réalité, Dieu finit par connaître le détail, mais par la médiation d'un certain nombre de choses. Et le troisième reproche qu'on lui fait sur son orthodoxie religieuse, c'est la question de l'âme et la question de la résurrection, plus exactement. Avicenne dit la résurrection, j'y crois pas. Et là, il parle en médecin. Il dit physiquement les corps pourrissent, se putréfient, etc. Et donc, il ne croit pas à la résurrection des corps tels qu'on les présente de manière littérale. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, on renaît comme on était. Il dit mais il y a la vieillesse, le corps change. Enfin, tout ça lui paraît parfaitement invraisemblable. Et lui, il l'explique par le fait que le texte religieux en réalité s'adresse à tout le monde. Pour que tout le monde puisse adhérer au texte religieux, il faut donc que le Coran présente les choses de manière, sensible. Sinon, les gens ne seraient pas convaincus par les spectacles que donne le Coran ou la description que donne le Coran du paradis, des houris, du vin qu'on boit dans le paradis mais dont on était privé dans ce monde-ci, et pour que la masse des fidèles soit sensible, puissent adhérer à ce credo, il faut leur présenter les idées de manière tout à fait sensible. Alors le Coran ne s'adresse pas aux seuls philosophes, mais les philosophes ont extrait un peu la substantifique moelle, et il dit cette résurrection-là, c'est bon pour le peuple a besoin d'y croire, pourquoi pas, mais sur le plan de la science, ça n'est pas fondé. Et pourquoi vous avez envie d'être très violent contre lui? J'ai envie d'être violent contre lui, enfin violent entre guillemets, parce que je pense qu'on peut faire une certaine lecture de sa philosophie désastreuse. C'est-à-dire qu'au cœur de sa pensée, il y a l'idée qu'au fond le monde n'est rien, et que le seul être qui existe c'est Dieu. Que donc tout doit conduire à Dieu, qui est le seul être à véritablement exister, que nous ne sommes rien, que rien n'est rien à part Dieu. On voit bien l'usage qu'on peut faire catastrophique d'une telle pensée. Même si métaphysiquement Avicenne a beaucoup à dire, évidemment que tout est plus complexe que cela, mais une lecture de surface, faite par des gens qui ne s'y entendent pas, peut conduire à des conséquences idéologiques et politiques catastrophiques. Oui. Donc l'idée pour Avicenne, c'est qu'on doit distinguer deux sortes d'êtres. Et Dieu, c'est un être qu'il appelle l'être nécessaire par lui-même, c'est-à-dire que Dieu, c'est le seul être dans le monde, dans l'univers, qui existe
sans avoir besoin d'autre chose pour exister. Donc il existe par lui-même. C'est son être même que d'exister. Alors que toutes les autres choses, nous, les animaux, la nature même, elles existent. Et en tant qu'elles existent d'ailleurs, elles sont nécessaires puisqu'elles sont désormais présentes. Mais elles n'existent que par lui, que par Dieu. Ce qui veut dire que parmi les choses qui sont, il y a des choses qui, quand on regarde leur nature en elles-mêmes, sont simplement possibles. Ce sont des possibilités. Mais leur nature n'impose pas leur existence. Et donc, tout ce qui est aliéné en quelque sorte, parce que tout ce qui est suspendu à l'acte créateur de Dieu qui, lui, n'a besoin de personne d'autre que lui pour être. Donc, cette dualité entre Dieu et l'ensemble des choses structure toute la pensée d'Avicenne, et elle est lue, elle a été récupérée dans bien des champs, par exemple dans le soufisme postérieur à Avicenne, quand on pose que le monde n'est qu'une ombre, le monde est inconsistant, le monde est une nuit, et qu'il n'y a de lumière que Dieu. Donc c'est une idée qui consiste à vider le réel de sa réalité et à le suspendre, à le faire dépendre d'une puissance supérieure qui est la puissance divine. Ça, c'est le cœur de la métaphysique d'Avicenne, de la pensée d'Avicenne. Le fait qu'un médecin soit aussi philosophe, c'était très classique au Xe siècle. Ouais. Oui, alors c'est extrêmement classique. On a de très très nombreux exemples. Parmi pratiquement tous les grands philosophes d'ailleurs, ou même médecins de l'époque le sont. Par exemple, Razi, que j'ai mentionné tout à l'heure, est un philosophe, même si Avicenne considère que c'est un mauvais philosophe, mais il n'empêche qu'il a écrit des textes de philosophie. Averroès, un autre grand penseur du monde islamique de l'époque, était lui aussi médecin. Donc c'est très fréquent, et c'est d'ailleurs plus fréquent dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il est très fréquent que les philosophes soient aussi médecins, alors qu'il y a à l'évidence de très nombreux médecins qui ne sont pas philosophes. On les connaît moins. Pourquoi ? Parce que souvent ils n'ont pas écrit. Alors que beaucoup de philosophes du monde islamique, à l'exception de quelques-uns en réalité seulement, en tout cas de cette époque classique du monde islamique, étaient aussi médecins, ce qui évidemment a une grande importance sur leur conception du corps, sur leur conception de l'âme. Et donc, ça fait partie de la culture d'un homme savant, un philosophe. Alors ce qu'on appelle un philosophe, nous, c'est très pointu. À l'époque, un philosophe s'intéresse aux sciences, aux mathématiques, il va écrire sur la physique, des choses comme ça. Donc, c'est une conception générale du savoir. Et donc, la médecine en fait nécessairement partie dans le monde islamique. Et ça, c'est une particularité du monde musulman de l'époque qu'on retrouve peut-être pas à ce point dans le monde grec, dans le monde antique, et peut-être pas non plus à ce point dans le monde latin. Ce lien très fort, cette place très importante de la médecine au sein de la pensée, disons, de la pensée rationnelle, de la pensée scientifique de l'époque. Bénédicte Penn, vous êtes historienne de l'art de formation et vous faites régulièrement des visites guidées de l'hôpital Avicenne à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Là, nous sommes devant l'entrée principale qui a une architecture orientale et il est écrit « Hôpital franco-musulman ». On peut dire que la destination, le but d'être de cet hôpital est inscrit dans cette architecture. Et il s'agit d'une architecture néo-mauresque, ou arabe, et en fait c'est un hôpital qui a été construit dans les années entre 1928 et 1935. Sa destination, c'était d'accueillir les malades musulmans, les immigrés en fait principalement d'Algérie qui venaient travailler en métropole, et on a décidé de faire un hôpital discriminatoire, on peut le dire, spécialisé pour cette population-là, pour de multiples raisons qu'on peut expliquer en rentrant après. Et donc, dans les années 20, vous avez une population d'immigrés de l'Afrique du Nord qui commence à être visible. En plus, on peut faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, quand on dit que, par exemple, je sais pas, l'immigration subsaharienne, qui est principalement des hommes, qui peut surprendre, qui apparemment fait peur, ou en tout cas commence à interroger les gens, et qui se disent qui sont ces personnes qui sont entre elles, qui ne parlent pas comme nous, qui ont une autre religion. Et tout d'un coup, on se dit, il faudrait peut-être encadrer ces personnes.
Et donc, à partir de là, dans les années 20, une institution va être mise en place par la ville de Paris, qui est ouvert en 1923 ou 24. Et ce bureau va mettre en place donc un lieu où, si vous cherchez du travail, puisque c'est pratiquement à la journée, donc on va dire que c'est un bureau de placement. Et donc, résultat, grâce à ça, un fichier peut être mis en place. Et évidemment, très vite, le bureau va mettre en place des dispensaires. Parce que de toute façon, ce sont des populations fragiles qui font face à des accidents du travail, qui, comme leur famille est loin, on peut imaginer que psychologiquement, c'est pas toujours évident, qui vont loger dans des conditions pas évidentes, qui sont touchés par la tuberculose. Et donc on met ça en place, on met des dispensaires. Et puis au bout d'un moment, donc ça c'est 23-24, au bout d'un moment, on va construire la mosquée de Paris. Et la mosquée de Paris, parce que ça fait aussi partie de la colonisation, hein. Il y a le bras religieux, il y a le bras armé, il y a le bras hospitalier. Et la mosquée de Paris, je crois, si je dis pas de bêtises, est inaugurée en 1926. Eh bien, après l'inauguration de cette mosquée, à un moment, on se dit, les petits dispensaires qu'on a mis en place, ils sont petits, c'est pas assez peut-être flamboyant, et puis finalement, ce serait peut-être pas mal de faire un hôpital spécifique. Ça nous permettrait de les séparer des autres malades. Soi-disant, il coûterait moins cher, donc on va peut-être faire un établissement avec, bien sûr, l'architecture néo-mauresque pour qu'ils aient l'impression d'être au pays, mais avec un personnel qui parlera l'arabe, avec une application des préceptes de la religion dans ce qui est la nourriture, donc pas d'alcool, une certaine nourriture, voilà. Des médecins, beaucoup qui sont d'ailleurs des fois des médecins juifs d'Algérie et qui vont venir ici. On fait un hôpital où on se donne les moyens. Hein. Est-ce que, Bénédicte Penn, des patients non musulmans pouvaient venir se faire soigner ? Non. Par la logique, on se propose de donner à l'homme un instrument qui, bien employé, le préserve de l'erreur dans l'exercice de sa pensée. J'entends ici par pensée ce par quoi les hommes estiment à l'unanimité qu'ils passent des choses présentes à leur esprit à des choses qui n'y sont pas présentes. Le livre des directives et des remarques. Omar Merzouk, que sait-on des circonstances de la mort d'Avicenne ? Où est-il mort à quoi ressemble la fin de sa vie ? Alors il est mort à Madane à l'âge de 57 ans. C'est relativement vieux pour l'époque. Alors après avoir écrit à peu près 200 ouvrages, ce qui est tout à fait considérable compte tenu de la vie tourmentée, mouvementée qui a été la sienne. Alors il y a deux versions concernant sa mort. Il y a une version qui dit qu'il a été empoisonné par ses serviteurs. Et une deuxième version qui dit que tout simplement il est mort d'une dysenterie. J'insiste sur ceci qu'en fait dans l'œuvre d'Avicenne et dans l'œuvre d'un certain nombre de penseurs musulmans du Moyen-Âge, il y a une alternative à la dogmatique musulmane littéraliste, fondamentaliste, telle qu'on nous la présente aujourd'hui, sclérosée. Il y a une alternative. L'islam, c'est pas uniquement le littéralisme qui s'est imposé maintenant depuis 30-40 ans. Et tous les musulmans baignent un peu dans un bouillon de culture fondamentaliste. Hein. Donc il y a toute une espèce de dissimulation d'une partie de l'héritage musulman, et l'islam en France, je le regrette, n'est pas enseigné dans sa pluralité. Hein, parce que l'islam, c'est pas seulement le courant wahhabite. L'islam, c'est aussi la théologie rationnelle, c'est aussi toute une culture raffinée, c'est aussi le dialogue. Si vous voulez, les musulmans de l'âge classique ne se sont pas dit on va pas traduire les Grecs parce que ce sont des païens. Vous comprenez ? Aujourd'hui, vous avez trouvé des musulmans qui vont vous dire il ne faut pas lire la Bible parce que c'est un livre infidèle, c'est un livre qui répand des infidélités, etc. Donc c'est pas ça, on traduit tout, on lit tout, et après on fait le tri. L'hôpital Avicenne a été le premier en France à ouvrir une consultation d'ethnopsychiatrie.
Cet hôpital a été le premier. Pourquoi ? Parce que à l'époque, Marie-Caroline Saglio-Yadzimirski. dans les années 80, eh bien c'était Toby Nathan qui était arrivé avec cette proposition différente, très différente, et pour la psychiatrie et j'ai envie de dire pour l'anthropologie aussi, c'est-à-dire l'idée que il fallait pouvoir questionner les étiologies de la maladie dans les cultures et à travers ce que pouvaient en dire les patients venus entre guillemets d'ailleurs. Et c'est pas du tout un hasard, évidemment, si cette première consultation a ouvert ici, parce que l'hôpital lui-même a été fondé, comme vous le savez, en 1934 pour une population, en principe, venue d'Afrique du Nord. Et finalement, cette espèce d'ADN est resté a toujours été celui d'Avicenne. En tout cas, on le sent très bien dans les murs. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ici une très grande... une grande dimension, j'ai envie de dire, multiculturelle, qui est présente dans l'engagement de l'hôpital aussi. Par exemple, un détail qui est vraiment à son importance, il y a un budget d'interprétariat extrêmement important, qui est extrêmement utile pour une population qui est dans sa majorité non francophone, dans ceux qu'on reçoit, par exemple, dans notre consultation. Beaucoup de soignants parlent les langues. Dans la consultation actuelle d'ethnopsychiatrie, il y a des tamoulophones, des arabophones, etc. Donc c'est très présent. Vous avez parfois des remarques des patients sur le nom d'Avicenne ? Il faut des personnes assez avisées quand même pour faire une remarque sur le nom d'Avicenne. J'en ai eu, mais voilà, tout le monde ne le connaît pas non plus quand il s'agit de nos patients, même si on a des patients pour lesquels c'est évident et d'autres qui, en fait, ne le repèrent pas. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a la domination d'un certain courant fondamentaliste qui empêche, au fond, les musulmans de s'intéresser à l'actualité de leur temps. Parce que les musulmans sont obsédés par le halal et par le haram, par le licite et par l'illicite. Tout est vu sous ce prisme-là. C'est licite, c'est pas licite, est-ce que je dois manger ça, est-ce que je dois m'habiller comme ça, est-ce que c'est licite, Mais enfin, l'islam, c'est pas uniquement ça, enfin. Moi, j'observe qu'en réalité, la civilisation musulmane ne devient brillante qu'à partir du moment où elle brasse des idées qui viennent de l'étranger, où les chrétiens, les juifs, les musulmans bien sûr, les persans, toute cette population qui existait dans Bagdad et dans les grandes métropoles de l'islam, collaboraient, travaillaient ensemble, produisaient des œuvres. C'est ça qui a donné à la civilisation musulmane son caractère brillant. C'est pas du tout le repli sur une origine première, parce que si on devait se rapporter à cette origine première, on n'aurait plus que les disciplines religieuses stricto sensu. Or, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu le développement de la philosophie, le développement de l'architecture, le développement de la médecine, le développement de l'astronomie, parce que tout ça, stricto sensu pour des religieux, la médecine par exemple, pourrait être considérée comme une manière finalement de prolonger la vie et donc d'aller au fond dans un sens contraire au destin, parce que si Dieu a décidé que vous deviez mourir à ce moment-là, et si un médecin vous prolonge la vie, c'est une impiété, vous comprenez ? Donc on a eu tout ça, et tout cet aspect brillant de la philosophie musulmane, de ce pourquoi finalement on continue à l'admirer d'une certaine manière, pour ceux qui la connaissent, c'est dû précisément à l'hybridation, à ces synthèses fructueuses, à cette rencontre harmonieuse de tous ces héritages qui sont venus de Grèce, d'Inde, de Perse, bien sûr du fond musulman, parce qu'après tout les Arabes, quand ils sont devenus musulmans et qu'ils sont sortis de la presqu'île arabique, qu'est-ce qu'ils avaient ? Ils avaient la poésie, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils avaient ? Pourquoi vous, Jean-Baptiste Brenet, vous êtes spécialiste d'Averroès plutôt que d'Avicenne ? Est-ce que vous préférez Averroès à Avicenne ? Est-ce qu'il vous intéresse davantage et pourquoi, si c'est le cas ? C'est la question la plus difficile. De fait, j'ai 25 ans de lecture d'Averroès et Avicenne, je ne le lis qu'en marge, passionnément mais en marge. Pourquoi on choisit tel auteur plutôt que tel autre ? Pourquoi on va ici plutôt que là ? C'est une question à laquelle je ne sais pas si on peut apporter une réponse qui soit pertinente. Il y a des réponses d'ordre biographique, d'ordre inconsciente. Disons, par tradition familiale, je suis plus porté vers l'Andalousie. Et donc j'ai un rapport à Cordoue que je n'ai pas avec l'Iran. Mais je trouve que pour me
m'autocritiquer ou autocritiquer mon choix, je trouve que cet Averroès que je lis depuis toujours est beaucoup plus sévère, beaucoup plus sec, moins enthousiasmant qu'Avicenne, dont la profusion est géniale, dont l'inventivité est géniale. Quand on aime Averroès, ce qu'on aime, c'est le génie d'un commentateur. Quand on aime Avicenne, on aime véritablement le créateur d'une philosophie. Quand bien même cette philosophie s'appuie sur Aristote et ne prétend pas tout faire naître de rien. Est-ce que le texte est beau ? Est-ce que la façon dont il écrit, parce que vous avez dit aussi qu'il avait un esprit synthétique, est-ce que c'est beau de le lire ? Alors Avicenne a une langue beaucoup plus belle de ce point de vue que celle d'Averroès, par exemple. Et d'ailleurs, il a des formes d'écriture plus variées. Il écrit aussi de la poésie. Il a écrit des récits, ce que jamais Averroès n'a fait. Donc, le style même d'Avicenne, dans sa variété, montre une sorte de goût pour la langue qu'on ne retrouve pas ailleurs. Il n'y a pas cette sécheresse qu'on peut déplorer dans les commentaires qui se tiennent au mot à mot, qui ne s'écartent quasiment jamais de la ligne du texte source. Donc chez Avicenne, vous n'avez pas ça. Vous avez une plus grande attention au vocabulaire aussi parce qu'il est très attentif à la parole coranique et donc il a commenté des sourates et il y a une forme d'inventivité littéraire et conceptuelle. Il y a un certain nombre de mots qui apparaissent, qui n'étaient pas évidents, soit qu'il crée, soit qu'il reconfigure et qui tiennent au plaisir qu'il a de rassembler, de recueillir des sources coraniques et donc religieuses, littéraires ou strictement philosophiques. Donc j'ai fait une thèse sur Averroès et Aristote et Averroès, et en réalité je me suis aperçu que Averroès est un commentateur, un brillant commentateur, c'est vrai, et Avicenne a fait très très peu de commentaires. Donc c'est plutôt un créateur, c'est quelqu'un qui choisit ses auteurs, qui choisit ses thèmes et qui les utilise pour fonder quelque chose d'inédit, quelque chose d'un peu personnel, d'un peu original. Par exemple, il a utilisé son expérience de médecin pour améliorer le savoir hérité de Galien, d'Hippocrate, des médecins grecs, et il a fait de même avec les philosophes. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est cette espèce de créativité qui est à l'œuvre dans l'œuvre d'Avicenne, et pas seulement la répétition. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, il fait une considérable volte-face. Il écrit des textes dans un livre malheureusement inachevé, dont on n'a que la partie logique. Il dit qu'en fait, il n'a jamais été aristotélicien et qu'il va développer sa philosophie personnelle dans ce livre-là, qui malheureusement, il est mort avant de l'avoir terminé. Donc c'est ça qui m'intéresse. Alors, j'ajoute aussi que quand on fait un commentaire d'un texte philosophique, on lui donne une certaine sacralité. Parce que les Arabes, si vous voulez, de quoi faisaient-ils le commentaire ? Du Coran. Donc si vous considérez comme Averroès que Aristote est un peu analogue, a un statut analogue au Coran, donc il faut en faire le commentaire. D'ailleurs, il le dit. Averroès dit à un moment, je crois que c'est dans son commentaire de la physique, il dit que Aristote c'est la suprême vérité. Et vous ne trouvez jamais une formule comme ça chez Avicenne. Du fait de l'histoire où les textes ont circulé de terre en terre et de langue en langue, occasionnant des pertes, des transformations, il y a aujourd'hui une nécessité de travailler avec plus qu'une langue. Le corpus arabe s'approche avec plus qu'une langue, le corpus latin, idem. Et le corpus grec, d'ailleurs. Pour vous donner une idée précise, il aura fallu attendre notre époque, aujourd'hui même, pour qu'on en vienne à refaire des éditions du grec d'Aristote en tenant compte de la tradition manuscrite arabe. Nous avons des manuscrits arabes d'Aristote plus anciens que les manuscrits grecs qui nous restent de l'œuvre originale, et désormais, nous en tenons compte
Et cela va modifier le texte que nous considérons comme original. Donc cette circulation entre les langues est tout à fait nécessaire. Il faut tâcher autant que possible d'effacer, de gommer, d'annuler les écarts et les asymétries. Omar Merzoug, c'est anachronique de qualifier Avicenne de libre penseur ? Alors, il n'est pas libre penseur si on entend par libre penseur quelqu'un qui est athée ou un croyant. Parce que c'est un croyant, mais en revanche, c'est un penseur libre. C'est quelqu'un qui pense librement et qui essaye de retrouver par les voies de la raison uniquement, en faisant fond sur la lumière naturelle, comme disait Descartes, les vérités qui sont énoncées dans le Coran, de manière tout à fait indépendante. Si le Coran est vrai, alors on doit pouvoir, par la raison, retrouver ces vérités. Je pense que c'est ça la leçon qu'on doit retenir. L'œuvre d'Avicenne est traduite l'œuvre philosophique d'Avicenne est traduite en anglais. Et qu'en est-il du français ? Il y a des traductions en français, certaines sont à revoir, elles étaient difficiles, trop techniques, il faut les reprendre avec quelques standards plus modernes. Elles sont surtout disséminées. Il n'y a pas eu d'éditeur qui ait pris en charge la publication systématique, avec un plan de publication sur des décennies, de l'ensemble du corpus avicénien. Il y a toutefois des œuvres lisibles. Il est vrai qu'il faut s'aider de l'anglais, de l'italien ou d'autres langues, de l'allemand, mais le travail est encore devant nous. Un travail qui doit mobiliser la communauté des savants, la bienveillance des éditeurs, et hélas, le temps n'est pas encore venu où nous pouvons prendre d'un bloc l'ensemble des œuvres d'Avicenne pour les placer comme il se doit dans notre bibliothèque. Mais ça viendra. C'était Avicenne, le prince des savants. Une émission de Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin. Avec Mathias Vargon, chef des urgences de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Kamel Alaoui, médecin urgentiste. Omar Merzoug, docteur en philosophie et enseignant. Joël Chandelier, maître de conférences à Paris 8, spécialiste de l'histoire de la médecine. Jean-Baptiste Brenet, professeur de philosophie à Paris 1, spécialiste de la philosophie arabe médiévale. Bénédicte Penn, archiviste à la mairie de Bobigny. Marie-Caroline Saglio-Yadzimirski, professeure d'anthropologie à l'INALCO et psychologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Prise de son, Mathieu Leroy et Romain Luquiens. Mixage, Éric Boisset. Attachée d'émission, Sylvia Favre. Coordinatrice, Anaïs Quint.